Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'émission Vivons Sport sur Cause Commune. Vous pouvez nous suivre sur 93.1 FM à Paris et en Île-de-France et partout ailleurs sur causecommune.fm. Merci par avance pour vos remarques, vos annonces, vos questions sur le compte Facebook de l'émission, sur mon compte Twitter ou Instagram Karine Bloch et sur le chat sur le canal Vivons Sport. Dans cette période où les déplacements en voiture et transports en commun sont compliqués, nous avons souhaité faire un cycle sur les cycles. Je veux bien sûr parler d'un cycle d'émissions sur la bicyclette intitulé « Le vélo dans tous ses états ». Aujourd'hui, nous allons aborder avec nos invités plus particulièrement la question des déplacements au quotidien et des randonnées à travers la France. Nous allons présenter les bienfaits du vélo pour nos déplacements, en loisirs, près de chez nous, en week-end ou en vacances. Comment se mettre ou remettre au vélo en toute sécurité, prendre ou reprendre de bonnes habitudes pour soi, son bien-être et l'environnement. Pour répondre à ces questions, invité avec nous en studio, Louis Belenfant, directeur du collectif Vélo Île-de-France. Bonjour Louis. Bonjour Karine. Et nous nous entretiendrons également avec Martine Cano, présidente de la Fédération française de cyclotourisme. Frédéric Hamelin nous fera une chronique en cours d'émission. Merci à Quentin Hernandez pour la réalisation. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet, donc avec Louis. Alors, est-ce que tu peux nous présenter le collectif Vélo Île-de-France? De quoi s'agit-il? Quand ça a été créé? Alors, le collectif Vélo Île-de-France, c'est une jeune structure qui est là depuis mars dans le paysage, qui regroupe aujourd'hui 33 associations vélo en Île-de-France. Donc aussi bien à Paris, Petite Couronne que Grande Couronne. Voilà, on est présent partout. Et on s'est réunis ensemble parce qu'on a fait un constat, en fait, que chacun dans notre coin, on n'arrivait pas à peser sur les grands débats vélo en Île-de-France, dans les départements. Et en fait, on s'est mis tous ensemble pour dire on va constituer une voix vélo forte qui va peser dans les débats politiques, dans le débat public sur la question du vélo. C'est vrai que je me suis aperçue qu'il y en avait plein des associations spécialisées dans le domaine. Est-ce que c'est simple, justement, de parler d'une voix Il n'y avait pas de divergence? C'est jamais simple au départ de mettre tout le monde autour de la table. Ça demande une volonté, mais en fait, il y avait une attente. Tout le monde avait envie de travailler avec les autres, de ne pas rester isolé dans son coin, parce qu'on voit souvent avec le vélo que c'est un enjeu qui dépasse les frontières. Avec un vélo, on ne va pas seulement dans sa commune, on va chez le voisin et on va dans le département voisin. Bref, on voyage pas mal avec le vélo sur le territoire francilien et en fait, les enjeux, ils sont transverses. Et pour ça, il y avait besoin d'être ensemble et on crée de la culture commune. Et aujourd'hui, on est très heureux d'être ensemble au sein du collectif Vélo Île-de-France. Alors, cette culture commune, quelles sont les actions principales, les objets de préoccupation principaux pour Alors moi, je vais utiliser un gros mot. On est le lobby du vélo, en fait, en Île-de-France. Nous, notre travail, il est d'aller convaincre les élus, les collectivités, principalement la région, le syndicat de transport, les départements, de faire pour le vélo quand ils n'ont pas prévu de faire et de faire plus et mieux quand ils sont déjà engagés sur le sujet. Donc nous, on est là pour les accompagner, pour les aiguillonner, pour les challenger. C'est pour ça qu'on a créé notamment le projet de RER-V. V comme vélo. En fait, alors c'est quoi le RER-V? Parce que le RER on connaît, mais on connaît, mais en ce moment on ne prend pas beaucoup. Voilà, c'est ça. Justement, c'est une alternative au transport en commun, mais en surface. Même logique, on veut un réseau, mais un réseau de voies cyclables, sécurisées, connectées entre elles, qui soient larges, confortables, où on puisse rouler efficacement et rapidement pour connecter tous les grands pôles d'activité de l'Île-de-France entre eux. Donc en fait, ça crée un réseau, donc RER-V comme réseau express régional vélo. Donc l'idée, c'est que votre problème, c'est que des pistes cyclables s'arrêtent tout à coup ou qu'à un moment donné, on puisse... on soit bloqué en termes de circulation. Comment ça se passe? C'est quoi le problème? Le problème aujourd'hui en Île-de-France, c'est un double constat. On a un problème aujourd'hui au niveau des déplacements. C'est-à-dire que quand vous voulez faire du banlieue-banlieue ou du Paris-banlieue, vous avez grosso modo deux options. Soit vous prenez votre voiture, et dans ce cas-là, vous avez les bouchons, soit vous prenez les transports en commun, et c'est de plus en plus saturé, et ça n'a pas une fiabilité toujours exceptionnelle. Donc, fort de ce constat, on dit de plus en plus, abandonnez votre voiture, mettez-vous au vélo, c'est une solution.
Mais en fait, comment on se met au vélo en Île-de-France? Parce que quand on regarde en fait en bas de chez soi, il y a des rues avec des voitures, il y a des trottoirs, et souvent on se demande par où je vais passer. Donc nous, on a fait ce constat de voir qu'il manquait des aménagements cyclables. Il y a plein de bouts de pistes cyclables, de bandes cyclables, de contresens cyclables, mais tout ça, ça fait pas un réseau. Il y a des bouts par-ci, par-là, et c'est pas connecté. Donc en fait, le but du RERV, c'est de connecter ces aménagements cyclables, d'en faire des grands itinéraires cyclables pour parcourir l'Île-de-France et aller, par exemple, de la Défense au centre de Paris, d'aller de Roissy-Charles de Gaulle au cœur de la Seine-Saint-Denis. Ça, on n'est pas encore capable de le faire aujourd'hui. Et le but de ce RERV, c'est d'offrir justement une solution aux Franciliens alternative au transport en commun et à la voiture. On a même parlé de pistes cyclables à côté de chez moi, c'est à Levallois, où il faut descendre à chaque fois du trottoir. Il n'y a pas de bateau le long de la piste cyclable. En fait. Ah oui, il y a un gros problème de continuité des pistes cyclables. En fait, on va parler parce que à Levallois, prendre le vélo, c'est compliqué. Je ne l'ai jamais fait. Hein. Alors, le maire n'est pas particulièrement pro-vélo. Voilà, c'est Levallois. Mais pour le coup, oui, on a un vrai problème de continuité des aménagements cyclables. Imaginez que vous êtes en voiture, vous voulez aller prendre l'autoroute, et là, sur votre trajet de 1 km pour aller prendre l'autoroute, on vous dit sur 100 mètres, vous allez prendre un chemin en terre, puis ensuite sur 200 mètres, vous allez descendre de votre voiture et la pousser sur ces 200 mètres, puis ensuite vous allez prendre une route qui termine en impasse, et puis finalement vous allez arriver sur votre bretelle d'autoroute. Ça, c'est un peu ce que vivent les cyclistes franciliens aujourd'hui. Vous voyez, c'est assez dissuasif. Alors, est-ce qu'il y a des bons élèves en Île-de-France? Oui, bien bons sûr. Exemples. Il y a des bons exemples. Ça bouge aujourd'hui en Île-de-France. Il y a une forte demande vélo. On voit à l'échelle de l'Île-de-France des aménagements qui vraiment font la différence. Je pense au canal de l'Ourcq en Seine-Saint-Denis. Je pense également à la Coulée Verte, Essonne, Hauts-de-Seine. Il y a pas mal de pistes cyclables qui émergent également dans le Val-de-Marne. Et puis bien sûr, on a Paris qui est au cœur de toutes les attentions, où il y a beaucoup de choses qui se font pour le vélo. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais ce qu'on voit, c'est qu'à Paris, quand on a construit des pistes cyclables, il y en a de plus en plus, elles sont connectées, elles font réseau, c'est des belles pistes cyclables, et ça attire les cyclistes. Là, pendant les grèves, là où il y a des pistes cyclables, la fréquentation a été multipliée par 2, voire par 3. Et alors, on a dit que la petite couronne, c'était bien, on a parlé de Paris, qu'est-ce qu'il en est de la grande couronne ? La grande couronne, c'est pas encore... On a parlé de l'Essonne quand même. Ouais, on a parlé un peu de l'Essonne qui commence à être de la grande couronne. En grande couronne, en fait, il y a des choses qui se passent, mais à l'échelle de ville. Je pense notamment à Meaux qui a lancé son plan vélo. Je pense en Seine-et-Marne. Je pense également à Melun où il y a des choses qui bougent pour le vélo. Également. Mais c'est très grand, la Seine-et-Marne. C'est immense, la Seine-et-Marne, mais on a aussi dans les Yvelines, on a Versailles. Il y a des choses qui se passent, mais tout ça, c'est pas encore très raccordé, pas tout à fait cohérent. Et il manque une logique d'ensemble. Et ça, c'est ce niveau régional, départemental dont on a besoin. Et nous, collectif Vélo Île-de-France, on se positionne précisément sur ce point-là, de dire ne regardons pas simplement le bout de piste cyclable dans ma ville, il est important, mais le bout de piste cyclable qui va se connecter à un autre, qui ensuite va faire un ensemble qui va me permettre, dans le cas de Melun, d'aller à Moret-sur-Loing, dans le cas de Versailles, d'aller à Buc. Voilà, c'est ce genre de choses dont on a besoin aujourd'hui. Il y a un baromètre qui est sorti récemment. Alors, comment ça marche ? Qui répond ? Est-ce que les gens répondent facilement ? Alors, notre fédération nationale, la Fédération des usagers de la bicyclette, a organisé une grande enquête nationale appelée le baromètre des villes cyclables. C'était une enquête auprès de tous les usagers, cyclistes, pas encore cyclistes, aspirants cyclistes, où on leur demandait d'évaluer les conditions de circulation à vélo dans leur ville, leur ressenti en fait sur l'état du vélo dans leur ville. Donc, cette enquête s'est terminée fin novembre. On a les résultats de participation parce que le classement officiel sera divulgué en février et la participation... On est un peu en avance. Oui, moi je peux déjà vous dire certaines choses quand même. Allons-y alors. C'est qu'il y a eu 185 000 répondants à l'échelle nationale alors qu'il y en avait eu 113 000 en 2017. Donc ça monte bien. Ça monte bien et ça monte encore plus en Île-de-France puisqu'on est passé à plus de 15 000 répondants à plus de 31 000 répondants. Ça a doublé. Ça a doublé. Et le nombre de villes qui vont être classées au baromètre des villes cyclables ce nombre-là a également doublé. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que la progression en réponse, c'est pas tant à Paris, finalement, où il y a déjà beaucoup de cyclistes.
Le nombre de répondants est stable entre 2017, la première édition du baromètre, et 2019, la nouvelle édition qui vient de se terminer. Finalement, c'est en grande couronne où les scores et les progressions en taux de répondants sont assez fantastiques. Je pense notamment aux Yvelines où on passe d'une centaine de répondants à plus de 1500. Je pense à l'Essonne où le taux de participation a été multiplié par 5. Bref, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, la demande vélo, elle est partout en Île-de-France. Est-ce que ce baromètre évalue quoi? En fait, le fait que les gens répondent, c'est parce qu'ils parlent de leurs préoccupations ou parce qu'ils parlent de ce qu'ils... Qu'est-ce qu'on évalue dedans? Alors, dans ce baromètre, on évalue plusieurs choses. On va évaluer les aménagements cyclables, s'il y en a sur la commune, si on s'y sent bien, si on y laisserait rouler son enfant ou sa grand-mère ou son grand-père. Donc ça vous dit déjà beaucoup de choses sur l'état du vélo dans la ville. Est-ce que c'est cyclable ou pas? On vous demande d'évaluer également le stationnement. Est-ce qu'il y a des services? Est-ce que votre ville a progressé depuis 2017, la première édition du baromètre? Et ça permet de mesurer, en fait, de dire si votre ville est plus ou moins cyclable. D'accord. Alors justement, on faisait l'opposition un peu entre Grande Couronne et puis la petite Couronne et Paris. On a l'impression, une question quand même qu'on se pose quand on prend son vélo en petite Couronne ou à Paris, c'est la pollution. Est-ce qu'on se fait plus de bien ou plus de mal en prenant son vélo? Alors c'est quoi la réponse des spécialistes sur la question? C'est bon pour la santé? Oui, le vélo, c'est bon pour la santé, mais effectivement, on se dit Paris et l'Île-de-France, c'est pollué. Est-ce que finalement, on ne va pas se faire plus de mal que de bien? C'est ça. La réponse, elle est non, en fait. Faire du vélo, il y a tellement d'effets bénéfiques que ça dépasse largement les effets néfastes de la pollution. Il y a des études qui ont été menées à Londres, qui est une métropole comparable à celle de Paris et de l'Île-de-France. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait plusieurs heures avant que les effets néfastes de la pollution dépassent les effets bénéfiques du vélo, y compris lors de pics de pollution. Voilà, donc en fait, s'il y a un pic de pollution, la solution, c'est de ne pas rouler trop vite, de ne pas surventiler, parce que c'est là que la pollution va venir se fixer dans vos poumons profondément, c'est de rouler tranquille. Là, il n'y a pas de risque. Et d'autre part, ce qu'on voit, c'est que finalement, le cycliste, par rapport à d'autres usagers, on pense notamment à la personne dans sa voiture, dans les transports en commun, aux piétons. Finalement, le cycliste avec le piéton, c'est encore celui qui respire le mieux en Île-de-France. Le piéton et le cycliste, ouais, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, ceux qui font du sport finalement, quoi, ou de l'activité physique en tout cas. De l'activité, parce que déjà, ils se maintiennent en forme, mais en plus, ils sont à distance des pots d'échappement des voitures. L'automobiliste, en fait, il a le nez dans le pot d'échappement de celui qui est devant. Et en fait, dans les transports en commun, malheureusement, il y a beaucoup de particules fines liées au freinage, notamment lorsque c'est en sous-sol et en tunnel. Et quand on fait de l'activité physique, on est moins à risque aussi par rapport à la pollution. Pour le coup, vous cochez toutes les cases, c'est tout bon. Quoi. Donc on peut continuer à dire ce qu'on dit toute l'année à nos auditeurs, de faire du sport, de l'activité physique, et le vélo fait partie de ce qu'on doit préconiser, même en ville. Le vélo comme moyen de déplacement, c'est allier l'utile à l'agréable. Vous faites un peu de sport et en plus, vous vous déplacez. On va continuer à en faire la préconisation. Nous allons d'abord faire une pause musicale. Alors, c'est un choix que tu as fait, Louis. Tu m'en avais fait 2, alors je vais t'aider. On a choisi Bicycle Race de Queen. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que c'est le terme ou est-ce qu'il y a plus non, quand tu m'as demandé, en fait, j'aime beaucoup Queen. Et en fait, cette chanson, elle est assez entraînante. Moi, elle me donne envie de monter sur mon vélo, même si c'est plus de la course et du vélo de route. Ça parle du vélo et la joie de faire du vélo. Ça nous changera de We Are the Champions qu'on met beaucoup sur l'émission. Donc, on écoute Bicycle Race de Queen. Vous êtes bien dans votre émission Vivons Sport sur Cause Commune. Nous sommes toujours avec Louis Belenfant. Alors, on était sur les questions de pollution et je rappelle, parce que j'aime bien le rappeler, qu'on peut faire du vélo en Île-de-France, c'est bon pour la santé et on prend moins de pollution qu'en voiture. Alors, on a parlé aussi de la qualité inégale des réseaux. Votre objectif, c'est de faire de l'urbaine, tu l'as dit. Il y a bientôt les municipales que vous vous organisez par rapport à ça. Comment ça se passe ? Alors oui, on s'organise même beaucoup. En fait, le but, c'est que tous les candidats aux élections municipales se positionnent sur le sujet vélo, parlent vélo. C'est vraiment très important parce que si au moment de la campagne, ils ne parlent pas vélo, il
il y a peu de chances pour qu'ils en reparlent ensuite. Mais ce qu'on voit, c'est que le contexte est porteur. Beaucoup s'intéressent au vélo. Donc en fait, le but des associations vélo, c'est de faire parler vélo, mais de bien en faire parler. Qu'on ait des promesses engageantes, qu'on ait des promesses ambitieuses, notamment sur les aménagements cyclables. On a besoin d'aménagements cyclables sécurisés sur les grands axes pour éviter que les cyclistes se retrouvent au milieu des voitures. Mais on a également besoin d'apaiser les petites rues parce qu'aujourd'hui, on a un gros souci avec des applications comme Waze qui ramènent en fait dans les quartiers résidentiels les voitures. C'était des endroits où on aurait pu faire du vélo et finalement on se retrouve encore une fois au milieu des voitures et on n'a pas envie de se déplacer à vélo. Alors comment résolu ce problème par rapport aux applications? Les villes peuvent faire quelque chose par rapport à ça? Oui, les villes peuvent faire quelque chose. C'est un outil qui, comme ça, paraît un peu abstrait. C'est le plan de circulation, mais tout simplement, c'est de dire où est-ce que les voitures en transit ont le droit de passer ou pas. Vous mettez des têtes bêches, des sens interdits têtes bêches, un pot de fleurs qui coupe la route. Bref, vous leur rendez la vie plus difficile et finalement, il n'y a que les riverains qui ont de bonnes raisons de rentrer chez eux quand même et qui ont le droit. Le but n'est pas de couper toute la circulation voiture, mais simplement de réduire ce trafic de transit qui empêche la pratique du vélo, qui pollue la vie des habitants locaux. Alors, il y a la partie lobbying pour que on inscrive des plans vélo, je suppose, dans le programme des municipales. On a plus de 1200 communes en Île-de-France. Oui, on veut 1200 plans vélo en Île-de-France. Mais est-ce qu'il en existe déjà? Est-ce que vous les accompagnez, les villes qui sont déjà, avant les élections, partantes pour ce genre de projet? Oui, il y a des villes qui ont développé des plans vélo. Alors, la plus connue, c'est Paris, mais on a aussi des villes comme Montreuil, comme Sceaux, qui travaillent sur le vélo. Récemment, Bure-sur-Yvette, dans l'Essonne, a aussi lancé son plan vélo. J'ai parlé aussi du plan vélo de Meaux, en Seine-et-Marne. Dès qu'on est présent, oui, le but est de s'inscrire dans un dialogue avec les collectivités pour les accompagner, pour les pousser à faire l'aménagement qui attirera le plus de cyclistes et d'aller pas faire l'aménagement, dépenser de l'argent inutilement, mais de faire l'aménagement le plus utile. Celui qui va faire la différence, c'est celui qui va inciter de nouvelles personnes à se mettre à vélo. Et alors, ça, c'est au niveau municipal. Il y a eu au niveau de l'État la loi mobilité. Est-ce que vous avez été consulté? Est-ce qu'elle vous convient? Alors, déjà, est-ce que tu peux rappeler par rapport au vélo ce qui est... Alors, c'est dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités qui est prévu le plan vélo national. Donc, en fait, là, c'est notre fédération nationale, la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB, qui a fait son lobbying, pour le coup, au niveau national, qui a accompagné, qui a challengé la ministre et les institutions nationales pour que le sujet vélo soit inscrit dans cette loi d'orientation des mobilités. C'était pas dit au début, il y a 2, 3, 4 ans, le sujet vélo n'était pas aussi pris au sérieux qu'aujourd'hui. Et là, on se retrouve avec une loi d'orientation des mobilités qui va débloquer des fonds pour résoudre ces grandes coupures urbaines qui compliquent la vie des cyclistes. Je pense à ces ponts infranchissables, à ces fleuves infranchissables, à ces rails, à tout ce qui complique la vie des cyclistes. Mais il y a également l'apprentissage obligatoire de la pratique du vélo à l'école. On avait déjà le fait de savoir nager. Maintenant, on va demander aux jeunes de savoir rouler. C'est pas plus mal. Non, ouais, ça c'est pas plus mal. Et puis, il y a le lien avec les entreprises. Oui, avec le forfait mobilité durable qui aurait pu être obligatoire, qui ne l'est pas, mais qui est une incitation à ce que les salariés utilisent leur vélo pour les déplacements domicile-travail. Donc en fait, vous avez été plutôt écouté ou vous n'êtes pas vous êtes Disons insatisfait? Que sur la LOM, la position de la FUB, la loi d'orientation des mobilités, voilà. C'est de dire que c'est une avancée. C'est-à-dire qu'enfin, le sujet vélo est pris au sérieux, au plus haut niveau de l'État. C'est le Premier ministre en personne qui est venu annoncer le plan vélo. Donc oui, il y a enfin une prise en considération du vélo comme solution de mobilité à part entière en France. Voilà, ça c'est une grande nouveauté. Il y a des dispositions qui n'existaient pas auparavant, et ça c'est une avancée. Après, on peut toujours aller plus loin, on a toujours besoin de plus. Avec le vélo, on est en phase de rattrapage. On a des routes, on a des transports en commun, mais on n'a pas encore ce niveau-là pour le vélo. Donc on peut toujours faire plus, et surtout on peut toujours faire mieux. Donc
Tu l'as dit, il faut apprendre à faire du vélo, ça fait partie des plans. On a vu que pendant les grèves, les hôpitaux parisiens se plaignaient de recevoir aux urgences des gens qui n'étaient pas habitués à utiliser le vélo. Est-ce que ça s'apprend, ça se réapprend quand on n'a pas utilisé son vélo depuis un certain temps? Qu'est-ce que vous faites, vous, dans le collectif ou vos associations par rapport à ça? Alors, le collectif en tant que tel, lui, il fait rien sur ce sujet. Par contre, les associations membres du collectif font beaucoup de choses. Il y a beaucoup de vélo-écoles qui font partie du collectif. Eux, ils s'adressent principalement aux adultes, soit qui ont besoin d'aide pour se remettre en selle parce qu'ils manquent de confiance, ils se sentent pas totalement à l'aise pour refaire du vélo en ville, soit pour des gens qui n'ont jamais eu l'opportunité d'apprendre à faire du vélo, parce qu'il y en a beaucoup. Oui, il y en a. Donc là, nous, on a des vélos-écoles associatives pour adultes, souvent qui se tiennent le week-end, et qui peuvent aider tout un tas de personnes à se remettre au vélo, à se mettre au vélo, et à se déplacer en toute confiance en ville. Alors après, il y a ces gens qui, à l'occasion de la grève, ont ressorti leur vélo, effectivement, qui n'avaient plus l'habitude d'en faire. Pour que ça se passe bien, parce que globalement... je pense que ce n'est pas les conditions les plus simples. Non, déjà, c'est un moment où il y a plus de tension, on est d'accord, plus de tension et plus de monde, plus de voitures qui bloquent. Oui. Sur les routes, mais pour que ça se passe bien, il y a quelques petits trucs, en fait. Je dirais la première chose à avoir à l'esprit, c'est que quand on va faire du vélo, on n'est pas totalement comme un piéton, on n'est pas totalement comme un automobiliste. Il faut bien réfléchir son itinéraire. Ça ne sert à rien de se compliquer la vie. Moi, ce que je recommande, c'est en général d'identifier d'abord s'il y a des pistes cyclables sur son trajet. Et dans ce cas-là, de privilégier tout l'itinéraire qui prendra un maximum d'infrastructures cyclables. Si on ne les connaît pas, il y a une application très simple qui s'appelle GeoVélo. C'est un GPS, c'est un calculateur d'itinéraire spécialisé pour le vélo. Et ça va vous dire l'itinéraire le plus sécurisé, le plus efficace, le plus rapide. Bref, vous pourrez faire votre choix et ça vous aidera à vous lancer et pas sur la nationale ou la départementale impraticable. Vous allez le faire le premier jour et puis vous allez rentrer chez vous et vous allez dire plus jamais ça, quoi. Et ça, on veut absolument... C'est le risque, oui. On va absolument éviter. Est-ce qu'il y a un équipement particulier aussi? Je pense toujours à ceux qui vont débuter ces jours-ci ou qui n'ont pas pensé à s'équiper comme il fallait. La première chose à faire ensuite, c'est de vérifier l'état de son vélo. Vérifier qu'il est en état de fonctionner et de rouler. Donc que les pneus sont bien gonflés, c'est important parce que sinon on va s'épuiser ou on va augmenter le risque d'accident. Vérifier également si ses freins freinent bien. Sa paire de freins et si la paire de freins est opérationnelle, si elle ne l'est pas, aller voir un vélociste pour réparer tout ça. Ensuite, on est en hiver, donc on va souvent être amené à rouler... sous la pluie? Non, j'allais dire plutôt de nuit ou dans des périodes où il n'y a pas beaucoup de lumière. Ça peut être sous la pluie aussi, mais on peut avoir les deux. On peut avoir les deux. Donc dans un premier temps, si c'est peu de lumière, c'est obligatoire, c'est lumière blanche à l'avant, lumière rouge à l'arrière. Parce qu'en fait, l'éclairage urbain, il suffit pas. On n'est pas assez visible en ville. On n'est jamais assez visible. Donc voilà, lumière blanche à l'avant, lumière rouge à l'arrière. Et si même en journée, il y a peu de luminosité, on peut les laisser allumer. Ça sera pas de trop. Voilà, donc ça, c'est sur ce qui est obligatoire. En cas de pluie, ce que je conseille, c'est Météo France, voir s'il pleut dans l'heure. C'est assez pratique. Ça vous dit si ça vaut le coup de retarder de 10 minutes votre départ et éviter de vous faire saucer. Ou si, il pleut toute la journée. Donc, dans ce cas-là, c'est pantalon de K.O.E. et cape de pluie. Et on prend son courage à deux mains. Et si on n'est pas en temps de grève, il y a quand même l'option transport en commun qui est très efficace et qui fonctionne très bien. Quand on n'est pas en grève, effectivement. Voilà. Et sinon, il reste les parapluies et la marche. Et une fois qu'on est sur la chaussée, un conseil quand même, c'est de ne pas coller, quand il y a du stationnement à droite, c'est de ne pas coller la file de voiture en stationnement parce qu'en fait, la principale cause d'accident, c'est des portières qui sont ouvertes de manière impromptue, un automobiliste en fait qui n'a pas pensé à regarder. Donc, ne pas coller le bord droit de la chaussée et bien indiquer ses changements de direction avec la main parce que l'automobiliste ou le piéton qui est derrière ou devant vous ne peut pas deviner où vous allez. Merci Louis. On aura l'occasion avec Martine Cano tout à l'heure de reparler sécurité, comment apprendre ou réapprendre à faire du vélo. Alors on parlait du Vélib et donc de ce qui a été mis en place
par des villes. Là, il se trouve que c'est Paris. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Louis? Est-ce qu'on peut améliorer ce genre de système? L'usage qui en est fait, est-ce que ça s'apprend aussi de mieux utiliser? Est-ce qu'on peut améliorer Vélib? Oui, je pense qu'on peut encore l'améliorer. Vélib, là, au moment de la transition, du changement d'opérateur, il y a une période difficile. Oui. Je pense que ça a été un moment très compliqué pour les utilisateurs qui a été habitués à leur service et qui s'y retrouvaient plus du tout. Je pense qu'aujourd'hui, ça revient. On voit quand même de plus en plus de Vélib. Le service fonctionne. Il y a encore des points à améliorer, certes. Mais on a quand même un service, quasiment un service public en fait de vélo pour Paris, qui aujourd'hui est complété au niveau de l'Île-de-France par une offre pour le coup de location longue durée qui s'appelle Véligo Location, où là c'est un peu différent. Vous louez pas votre vélo dans des bornes, vous le louez pour 6 mois, vous l'avez chez vous, et c'est un vélo à assistance électrique, donc c'est aussi pour vous faire découvrir en fait la mobilité vélo sur le plus long terme, y compris dans des territoires franciliens où vous n'avez pas accès au Vélib. Et ça, tu voudrais t'y mettre, Fred? C'est intéressant, c'est bien, oui. Enfin, déjà, je me suis remis au Vélib, là, c'est pas mal. Bon, c'est vrai que la circulation, j'entendais tout à l'heure l'intervention avant la chronique, et c'est vrai que la circulation dans Paris n'est quand même pas toujours très simple. Voilà. Je ne me sens pas toujours très en sécurité. Bah pour le coup, c'est vrai qu'à Paris, on est une des villes les plus denses en Europe, donc il y a beaucoup de monde sur la chaussée, et il y a un enjeu à ce que tout le monde puisse cohabiter. Et pour que ça se passe bien, il y a un enjeu de redistribution de l'espace public, parce qu'avec la voiture, on a quand même un mode de déplacement qui représente 13% des déplacements, mais qui occupe 50% de l'espace public. Donc peut-être pour que ça se passe mieux et que les piétons et les cyclistes s'y retrouvent, il faudrait redistribuer un peu ce partage de l'espace public. Oui, vous voulez réagir. Oui, nous, on aurait beaucoup aimé les associations vélo, qu'il soit question de vélo au moment de l'examen du code de la route et du permis de conduire. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, on parle très peu vélo, en fait. Quand on passe son permis, on va parler beaucoup voiture. On voit beaucoup les voitures des auto-écoles stationnées sur les aménagements cyclables. Donc, on se dit qu'en fait, le message va pas forcément bien passer. Je pense que moi, quand j'ai appris, il n'y avait même pas de piste cyclable. Oui, voilà. En tout cas, nous, dans les vélos-écoles, on parle beaucoup d'automobilistes et de comment faire attention, comment partager la route. Je pense que ça serait bien aussi pour le coup, puisque ce sont eux les plus dangereux en fait. C'est pas les cyclistes qui tuent les automobilistes, mais c'est plutôt l'inverse. Donc ça serait bien que les automobilistes soient plus vigilants et qu'on leur enseigne en fait au moment où ils passent l'examen du permis de conduire. Oui, mais quand on est automobiliste, on inquiète de voir des vélos aussi autour de soi, donc je pense que c'est à double... Oui, mais le risque n'est pas le même en fait, quand vous êtes cycliste et quand vous êtes automobiliste. Oui, Martine. Je partage tout à fait cette idée-là. D'ailleurs, ça fait partie des demandes que nous avions portées auprès de la sécurité routière et lors des débats sur les mobilités douces, parce que ça devrait être, je dirais, inclus dans l'apprentissage du futur conducteur. C'est indispensable, comme l'a dit mon collègue. On n'a jamais vu un cycliste tuer un automobiliste. C'est comme le platane ne vient pas se déplacer pour rentrer dans la voiture. Donc on est devant le même phénomène. C'est vraiment au conducteur de se montrer particulièrement vigilant. Pour le coup, c'est effectivement toujours trop, et en fait la gravité des accidents elle est souvent due à la vitesse, ce qui fait que finalement la pratique du vélo en ville, il y a beaucoup de gens qui disent moi je vais faire du vélo à la campagne, c'est plus sûr, mais en fait les accidents sont quand même moins graves en ville parce que les voitures roulent moins vite et du coup les chocs sont moins violents. Oui. En principe. En principe. Oui, mais ce qui est important c'est le respect effectivement. On peut rien faire s'il n'y a pas un respect mutuel des pratiquants et des usagers. Quand je dis mutuel, ça veut dire aussi que les cyclistes doivent bien sûr respecter aussi les automobilistes. Bon, alors quelquefois on dit que les cyclistes sont un petit peu hargneux, mais ils sont tellement maltraités qu'il
Ils se défendent, ils veulent vraiment préserver, comme je l'ai dit tout à l'heure, préserver leur espace vital. C'est à ce niveau-là. Je pense qu'on mettrait un automobiliste sur un vélo et on le frôlerait à 50 cm à 110 km/h. Il deviendrait hargneux également, en fait. Oui, c'est un réflexe, en fait. Je pense que la plupart des automobilistes sont cyclistes et inversement, mais sauf que j'ai l'impression qu'on change de comportement, non ? Je ne parle pas des réguliers, hein, mais des cyclistes réguliers peut-être. Oui, peut-être qu'on change de comportement. C'est vrai qu'il y a un besoin de civisme, il y a un besoin de rappeler les règles. Après, sur la question du vélo, il y a aussi une question de donner plus de place au vélo, oui, ça c'est certain. De faire en sorte que quand vous êtes sur une voie verte, tranquille en famille, vous débouchez pas sur une nationale d'un coup et vous vous retrouvez exposé à des automobilistes qui vont à des allures trop dangereuses.